On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'Office municipal d'habitation qui lance un service d'aide à la recherche de logement. Mais tout d'abord, lui, évidemment, il a un prénom très connu. Il est le patriote de l'année dans la région. Et je parle ici de Ricardo Larrivée. On l'a vu dans les derniers jours, la SNQ, la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, a décerné son prix annuel, la Rose de La Rochelle. Dans le fond, c'est le patriote de l'année. Et c'est un rayonnement qui est intéressant parce qu'à chaque année, on a un peu une surprise vis-à-vis ce prix-là. L'année dernière, c'était l'ex-mairesse de Longueuil, Caroline Saint-Hilaire, qui avait été honorée. Cette année, c'est nul autre que le Chamblien, parce que le mot Chambly revient souvent quand on parle de Ricardo Larrivée. Bonjour et bienvenue, félicitations. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là. Bon, dites-moi, quand vous avez reçu le premier appel de la SNQ pour dire « Hey, cette année, notre patriote de l'année, ça serait vous », c'était quoi la première réaction? Bien, à chaque fois que je reçois un prix, c'est tout le temps mais pourquoi? Tu sais, je suis toujours un peu surpris. Puis là, ils nous ont dit deux raisons que j'étais obligé d'être d'accord. Un, ils cherchaient un prix qui était par rapport à un Québécois ou une Québécoise qui est rassembleur, qui crée de la fierté. Et puis, par rapport à la cuisine, il dit, toi, tu rassembles depuis plus de 20 ans, 25 ans, les gens autour de la table pour ça et pour ton investissement dans le patrimoine bâti, entre autres, de Chambly. Alors, j'étais honoré et heureux de ça, flatté. Quelle est la résonance que le mot patriote a pour vous aujourd'hui, en 2023? Parce que, bon, souvent, quand on parle des patriotes, Oui. fait référence à la fête des patriotes ou aux patriotes, Oui. Évidemment, il y a plusieurs siècles de cela, mais un patriote en 2023, pour Ricardo Larrivée, ça sonne quoi? Ça veut dire quoi? C'est triste qu'on ne connaisse pas un peu plus notre histoire parce qu'à la base, qu'est-ce que c'était des patriotes? Dans le Haut-Canada, donc en Ontario, Bas-Canada, c'était vraiment des gars qui voulaient plus d'autonomie politique, qui avaient envie d'être représentés au Parlement, que ce soit pas juste décidé à Londres par le roi ou éventuellement la reine. Donc, c'était ça leur demande. Il y en a beaucoup plus en Ontario qui ont été pendus qu'au Québec, mais dans les deux cas, ça a été des événements tragiques qui ont comme un peu mis fin à cette période-là, qui était une demande démocratique, en fait, de ces hommes-là, un peu partout en Ontario, au Québec. Aujourd'hui, pour moi, un patriote, c'est quelqu'un qui est fier d'où il vient, qui est fier de la démocratie dans laquelle on vit, qui a envie que notre langue, que notre culture s'épanouisse. Et puis c'est important, je dirais, il faut le transmettre. Oui. Bon, avez-vous déjà eu envie de faire de la politique? Oui, mais ma femme a mis un stop à ça. Elle dit, écoute, puis elle a pas tort dans le sens où... Ouais. Je pense que votre téléphone fait des petites sonnettes, ça se peut-tu? Et c'est parce que la vérité, c'est que ça fait un bout de temps que j'ai pas ouvert mon gros portable. Je suis tout le temps sur mon téléphone. Ça vient du portable. Et mon ordi portable, c'est comme si depuis un mois, il y en a qui rentrent, je suis désolé, je les regarde pas. Mon téléphone est fermé, puis tout, j'étais tout près dans le bureau. En fait, dans le bureau, qui est le bureau de ma femme, ici, là, je suis à Saint-Lambert. D'ailleurs, une autre bâtisse qui est une ancienne imprimerie qu'on a décidé de restaurer, de ramener à la vie. Mais pour revenir à la question politique... finalement, ma femme, elle me dit, oui, mais on en fait de la politique à tous les jours par les choix alimentaires, par je dirais, ce qu'on préconise en alimentation, en autonomie alimentaire. Et puis, à chaque fois que je travaille je vous dirais, à la nouveauté dans les écoles, entre autres, dans la nouvelle façon qu'on devrait agir ensemble pour se nourrir, pour nourrir les enfants à l'école, c'en est de la politique. C'est à chaque fois qu'on prend la parole puis qu'on affirme qu'on est sur le bon ou le mauvais chemin, c'est de la politique. J'ai pas nécessairement besoin de le faire à l'intérieur d'un parti. En fait, comme homme d'affaires, et puis ma femme comme femme d'affaires, on a quasiment plus de liberté comme entrepreneur. Mais en fait, quel est le regard que vous avez aujourd'hui sur
sur la jeunesse, là, sur la prochaine génération, sur notre système d'éducation aussi, parce qu'on vous a déjà entendu parler de ça dans le passé, là. Bien, moi, j'ai 3 enfants là, de 25 à 19, là 20. Je vois déjà une grande différence entre 25 et ma fille qui avait 19 dans la façon de voir la vie, de l'approcher. Je pense que comme à chaque génération, il y a des mouvements politiques qui émergent, il y a des façons de voir la culture, de voir la langue. Entre ma plus vieille qui est, je vous dirais, très nationaliste, puis ma plus jeune qui ressemble à beaucoup d'autres, où la langue, oui, mais faut pas capoter, faut pas s'en faire. Ils voient pas une urgence face à ça. Ils sont ailleurs, ils mélangent plus de mots de français d'anglais. Ceci dit, je pense qu'on ne peut qu'aller de l'avant. Oui. Est-ce que l'implication dans le Lab École avec Pierre Lavoie et compagnie, ça se poursuit encore, ça? Ça existe toujours? Oui. Ouais. Absolument. Je dirais que c'est une des choses qui me motive le plus. Ça fait 5 ans qu'on est là-dedans. Québec, l'École de Québec est ouverte. On en a déjà bientôt 3 autres qui vont ouvrir. Au total, il y en aura eu 6. L'idée, c'était vraiment de faire un laboratoire où on va tester des choses sur le bâti, sur l'environnement physique des enfants, mais autant du personnel, de tout le monde qui a un lien avec l'école, d'en faire une espèce de centre d'une communauté, de s'assurer que la cuisine puisse devenir une cuisine populaire, que les gymnases soient accessibles aux adultes, aux autres le soir, et que le gouvernement puisse regarder ça, parce qu'on a aussi 5 universités, 3 au Québec, 2 en France, qui étudient le projet, pour se dire où est-ce que ça aurait été le plus payant de mettre notre argent. Où est-ce que les enfants se seront le mieux accomplis? Est-ce qu'il y aura une diminution de décrochage scolaire? Pour faire en sorte que tous les nouveaux projets qui ont cours en ce moment puissent s'inspirer de ces 6 modèles-là. Il n'y en aura pas d'autres écoles qui vont s'appeler des lab-écoles. Ces 6 modèles-là sont là pour être ensuite répartis partout à travers le Québec. Bon, on vous connaît comme chef cuisinier, comme homme d'affaires, comme animateur, mais je reviens à ce que je disais en introduction, le mot Chambly, parce que... Ouais. Et moi, j'ai côtoyé pas mal de monde dans ma carrière radio-télé depuis les 35 dernières années, mais quand je vois des gens pour qui l'attachement au milieu, à la communauté, le rayon dans lequel on habite a toujours résonné une importance. Je vous ai souvent entendu en parler, en être fier. Pour vous, Chambly, ça veut dire quoi, Chambly, dans la vie de Ricardo Larrivé? C'est mon lieu de vie. C'est là où Brigitte et moi, il y a 30 ans, on a décidé d'habiter. Puis tu peux rester à quelque part sans réfléchir à ça. Tu t'achètes une maison, un condo, tu le revends 5 ans après, tu déménages. Moi, je ne suis pas dans ma nature. Nous, on cherchait un endroit où on pouvait se marier, avoir des enfants, dans quel milieu on a envie de grandir, vieillir. Et on a choisi Chambly parce que il y avait une panoplie de pistes cyclables, le bord de l'eau, les écluses, les bâtiments anciens. Pour nous autres, ça nous parlait, ça. C'est un milieu de vie qui était favorable à notre épanouissement personnel. Puis, on n'a jamais changé d'idée. La ville ne fait que s'améliorer. On a eu des périodes un peu plus sombres politiquement, mais en ce moment, on le voit là qu'il y a une émergence sociale, culturelle, politique. C'est vraiment le fun de retrouver une vraie démocratie où les gens ne sont pas obligés d'être d'accord, mais à la fin, on n'est pas obligé de s'insulter, on peut se parler, on va arriver à un compromis. C'est une ville qui est faite pour tout le monde. Puis moi, je suis un de ces citoyens-là. Oui, j'ai rénové une douzaine d'édifices, puis j'étais dans le projet de rue principale, j'étais impliqué dans le comité d'urbanisme, mes enfants ont grandi là, j'avais envie de les voir aller à l'école à pied, venir dîner à la maison quand c'était possible. Pour moi, Chambly, c'était tout ça. Puis souvent, je me disais, si je pourrais déménager dans une ville où j'ai pas quelque chose d'exceptionnel, je vais rester à Montréal. Au moins, je vais avoir des transports en commun, je vais avoir des parcs, je vais avoir de la culture plus accessible encore que d'une ville de banlieue. Alors, moi, j'aime mieux rester à Chambly ou à Percé, où on a aussi une maison, où tu as vraiment quelque chose d'unique. Toutes les autres villes, pour moi, me parlent moins s'il n'y a pas quelque chose comme ça. Tu sais, je vais à Saint-Jean-sur-Richelieu, je vois les écluses, je vois des vieux bâtiments. Il y a quelque chose, là. Pour moi, ça aussi, c'est un lieu qui est favorable. Mais vous auriez pu vous concentrer sur votre boulot de chef cuisinier ou d'animateur, mais pourquoi avoir investi du temps et de l'argent dans la rénovation du patrimoine bâti?
Bien, au départ, c'était pas quelque chose de réfléchi. Moi, je m'étais dit, on déménage à Chambly parce que c'est beau pour toutes les raisons que j'ai données. Mais à un moment donné, notre maison était trop petite. On attendait une deuxième. Où est-ce qu'on va travailler? C'était pas possible. C'était une magnifique petite maison. Puis là, ben, tu vois une maison en ruine, tu l'achètes et puis tu dis, on va la rénover. Finalement, quelqu'un dit, j'aimerais l'avoir, tu achètes le voisin. Puis on était pris dans un tourbillon de rénovation, de plaisir à le faire. Moi, je veux dire, des fois, il était 2 heures du matin, Brigitte venait me porter un sandwich, la petite d'un bras, puis on travaillait là jusqu'à temps qu'on était épuisé, on retournait se coucher, puis on recommençait le lendemain. Ça a été ça des années. On n'avait pas les moyens d'être ailleurs que dans des vieilles maisons. Mais moi, j'ai été élevé à Marieville en partie avec ma grand-mère dans une maison qui était déjà bicentenaire, une des plus vieilles maisons à Marieville, et puis en bois. Alors moi, mes étés, ça a toujours été, quand il fait beau, on peinture, on gratte, on jardine. Quand il fait pas beau, on est dans la maison, on fait des tartes, des gâteaux, on cuisine. Alors, c'est encore ce que je fais dans ma vie. Ce matin, je faisais des murs en pierre, je réparais des trucs, je regarde l'heure, prends une petite douche, viens au bureau, on cuisine. Mais j'ai déjà hâte de retourner chez nous pour jardiner. Je vis entre ces deux-là, entre restaurer des maisons, jardiner puis cuisiner. Bon. Êtes-vous à l'heure de la retraite, de la semi-retraite? Là, vous avez une semi-retraite de la télé, parce que là, vous passez la rondelle à Isabelle Deschamps-Plante. Oui. Mais bref, Ricardo Larrivée, il est où dans sa vie en ce moment, là? Bien, il est à un tournant extraordinaire parce que mes 3 enfants viennent de quitter la maison. J'en ai une qui se marie cet été. Je vais pouvoir consacrer plus de temps à la transmission de cette entreprise-là. Il faut y penser tôt à ça. Si tu as envie que ça te survive, c'est pas quand j'aurai plus d'énergie à 85 que ça va être le temps de penser à on fait quoi avec l'entreprise. Donc, nous, tous les employés sont au courant de ça. On est dans cette réflexion-là. On veut qu'ils deviennent 100% autonomes. Moi, j'aimerais ça pouvoir dire à 80, je rentre dans les bureaux, puis où qu'ils soient ici ou ailleurs un jour, puis que finalement, je m'en vais là juste pour « Ah, j'ai goûté à quelque chose, j'ai envie de vous en parler » ou « Comment vont vos petits-enfants, vos enfants être à une autre étape. » Donc, on le prépare, là. C'est là où je suis. Puis, je veux faire des reportages, j'ai des documentaires en tête, j'ai beaucoup de propositions télé. Je finirai peut-être par en accepter une, mais ce chapitre-là, pour moi, de cuisiner pendant 21 ans, 24 ans de façon quotidienne est terminé. Bon, en même temps, Ricardo, c'est aussi une marque de commerce incroyable. Quand on regarde le rayonnement de la marque, parce que je savais qu'on allait se parler cette semaine. La semaine dernière, ma conjointe m'a envoyé faire une petite commission à l'épicerie. C'est pas moi qui fais l'épicerie. Donc, il fallait que je cherche. Et là, je me disais, il n'y a pas une rangée où IGA où je ne vois pas le nom Ricardo. C'est pas des farces, là. Il n'y a pas une rangée. Puis l'autre jour, ma conjointe m'a demandé de faire un truc sous vide. Il a fallu que je sorte le thermocirculateur. Ah ben là, c'est Ricardo. Ricardo est partout. Bien, partout, c'est fort. Et c'est un peu l'objectif. Et c'est drôle parce que pendant la pandémie, on a commencé à mettre en marché des produits Ricardo, on avait déjà ça en tête. La pandémie l'a accéléré. On n'avait pas grand-chose d'autre. Les restaurants étaient fermés, les boutiques étaient fermées. On fait quoi? Puis on a accéléré ça. Ma fille, la plus vieille, est dans ce projet-là. Et on a vite réalisé que pour avoir du succès dans un supermarché, tu ne peux pas être à un endroit. Il faut que les gens puissent te voir. Puis même si Ricardo, le mot est connu, bien, c'est pas vrai que c'est un automatisme à la base de dire « Ah, je vais aller acheter un poulet Ricardo parce que je l'aime pour telle raison. » Il faut que tu le crées, ça. Ça, je l'ai déjà vécu avec d'autres produits où des gens qui travaillent avec nous autres s'imaginent que parce que c'est ton nom que ça marche. Non, non. Il faut recommencer, il faut travailler, il faut le prouver à chaque fois. Donc, dans les supermarchés, on a travaillé à avoir des produits dans différentes catégories. Dans les magasins, on a fait une autre approche. On s'est dit, on va travailler avec ceux qui ont déjà des boutiques, puis on travaille avec 600 propriétaires de boutiques en ce moment. En terminant, comment avez-vous vécu cette cérémonie en votre honneur le 19 mai dernier du côté de Chambly? J'ai vu quelques photos circuler. Comment vous avez vécu le moment?
Hey, c'était magnifique. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'était beau en plus. Il y avait quelque chose de solennel. On avait fait ça dans une salle du Fort Chambly avec les armoiries, je pense, de Jacques de Chambly. Tu sais, le fort, c'est magnifique. Si vous ne l'avez pas vu encore, juste la bâtisse, sans même... Bon, les expos sont un peu vieillissantes, mais l'édifice en tant que tel, c'est vraiment un lieu à visiter pour tous ceux qui habitent dans le coin ou les touristes qui vont passer. C'était là. Il y avait beaucoup de ma famille, de mes amis et beaucoup d'autres gens qui sont de la communauté. Moi, j'ai une de mes cousines qui est mairesse à Ville-Sainte-Catherine était là, la mairesse de Chambly, la mairesse de Saint-Jean. Tu sais, moi, ça m'a touché de voir tout ce monde-là, de pouvoir jaser ensemble de l'amour du patrimoine, de notre langue, de qui on est. Il y avait comme tous ceux qui étaient là avaient la même vision, si on veut, du Québec. Ricardo Larrivée, merci beaucoup. Félicitations encore une fois et puis longue vie. Bien, c'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de balles. Absolument, avec François Lafrenière, lanceur et joueur. Il joue partout des Pirates Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ne manquez pas ça. L'OMH, l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu, lance un nouveau service d'aide à la recherche de logements. Et l'OMH est probablement l'un des organismes, malheureusement, dont on ne parle pas suffisamment. Bien là, faisons-le avec son directeur général, Joël Gomez. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, petite parenthèse, parce qu'on vous avait reçu quand même il y a quelques semaines à la suite de l'incendie de l'un de vos bâtiments le long du boulevard Gouin. Où en sommes-nous maintenant? La majorité des locataires ont pu réintégrer. Là, dans le fond, il n'y en a que quelques locataires qui ne pourront réintégrer à peu près au mois de février 2024, quand les travaux vont avoir été terminés. Mais quand même, plus de la moitié des gens avaient pu réintégrer l'édifice au bout d'une semaine. Et là, ça allait entre 2-3 mois jusqu'à 12 mois au niveau des rénovations. L'OMH, dans le Haut-Richelieu, c'est combien de bâtiments, c'est combien de logements, ça touche combien de personnes? C'est 684 portes. On est quand même répartis sur beaucoup. Et on dépasse un peu le Haut-Richelieu parce qu'il y a des édifices de l'Office qui sont à Napierville et également à Hemingford. Alors, on touche quand même assez grand. Par contre, même si on a beaucoup de portes, les besoins sont encore plus grands. À chaque jour, on reçoit des appels, surtout depuis quelque temps, où les gens sont désespérés à se trouver du logement. Et bientôt, on va avoir plus de gens sur notre liste d'attente que de portes pour pouvoir y répondre. Alors, ça va extrêmement rapidement. Là, vous avez votre liste d'attente, elle est à combien en ce moment? Dernièrement, je regardais, c'est à peu près 550 au-dessus. C'est toujours à peu près comme ça? Il y a des variations, parce que quand même, à chaque année, on fait vérifier, parce que quelqu'un qui a mis son nom sur notre liste, bien, on le rappelle à tous les années, ils doivent nous fournir leurs revenus, parce que dans le fond, c'est une liste dynamique. Le but, toujours étant d'offrir une réponse à ceux qui sont le plus en besoin. Donc, plus les gens vont avoir un revenu bas, plus à ce moment-là, ils vont pouvoir grimper. Et les situations aussi qui peuvent être où la personne va monter plus rapidement. Quelqu'un qui se retrouverait à la rue, sans logement, sans logis, à ce moment-là, va grimper. Va remonter dans la liste rapidement. de priorité. Même chose pour des gens qui seraient, mettons une dame qui serait violentée, donc victime de violence conjugale. À ce moment-là, elle va être prioritaire également. C'est pour ça que vous dites que la liste, elle est dynamique, là. Effectivement. Donc, ça bouge. Et est-ce qu'on est toujours dans les mêmes paramètres, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se qualifie et qu'on obtient un logement, le prix de notre logement va équivaloir à 25 de notre revenu? C'est toujours ça? Effectivement. C'est toujours 25 des revenus. Et ce qui peut être intéressant également, c'est que des fois, des gens vont avoir un revenu et en cours d'année, pour toutes sortes de raisons, maladie, perte d'emploi, ça casse, on peut réajuster aussi en cours d'année. Oui, parce que l'idée, c'est toujours de maintenir les gens dans le logement, mais aussi leur permettre d'avoir assez de revenus pour pouvoir payer la nourriture et tous les autres... Donc, si vous avez actuellement 684 portes, donc famille, bon, il y a des gens sont seuls ou accompagnés, vous en avez 550 sur la liste, donc c'est des gens qui sont à la recherche de logements abordables. Or, on le sait, le taux d'inoccupation au Québec et à Saint-Jean et à Québec, on est en bas du 1 je présume? 0,8 sur Saint-Jean-au-Richelieu. C'est pas beaucoup de logements, ça. Non. Et les logements qui sont actuellement disponibles, si on caricature un peu, sont dans deux catégories. Soit vraiment, c'est
personne ne veut aller là parce que, dans le fond, c'est mal propre, c'est mal situé, ça ne convient pas. Ou ça va être aussi des logements qui vont être extrêmement chers. Et pour une grande partie de la population, c'est pas abordable de pouvoir aller là. Bien, quand on parler avec les gens de vos entourages respectifs qui sont à logement, c'est du 1000, du 1200, du 1500 par mois. Là. C'est commun. C'est pas des logements extraordinaires. Là. En bas de 1000 $ il y en a. Il y en a, mais c'est un autre... Effectivement. Et c'est très, très, très difficile, surtout à 0,8. Et souvent, bien, notre clientèle, parfois, peuvent avoir aussi un historique au niveau du tribunal administratif du logement. Ouais. Là, dans le fond, ils vont tirer un énorme boulet. Leur revenu va être également problématique. Parfois aussi, ça va être des gens qui, pour toutes sortes de raisons, mettons une famille immigrante, va parfois souvent avoir plus de difficultés à se trouver du logement. Donc, il y a toutes sortes de paramètres ou de situations qui vont faire en sorte que les gens vont avoir plus ou moins. Dernièrement, j'avais un client qui est venu, bien, lui, il est analphabète. Donc, à un moment donné, il a perdu son logement parce que la communication avec le propriétaire s'est perdue dans sa problématique. Bon. Souvent, ce que je constate quand je parle avec des amis un peu partout au Québec, dont un récemment a déménagé dans la région de Charlevoix, on pourrait penser qu'il y a du logement, mais dit Éric, j'ai voulu chercher un logement, il n'y en a pas. Finalement, c'est par contact, par bouche à oreille qu'il a fini par s'en trouver un, à un prix raisonnable, mais il n'y en a pas. Là, vous lancez un service d'aide à la recherche de logement. Parce que là, il y a des gens qui nous regardent, qui veulent améliorer leur sort, qui veulent changer de logement. Puis probablement, comme dans d'autres villes au Québec, ils fouillent puis ils n'en trouvent pas. Oui. Comment pouvez-vous les aider dans la mesure où, si le taux d'inoccupation est en bas de 1 % vous ne pouvez pas construire des logements en claquant des doigts? J'aimerais bien. Oui. Donc, comment pouvez-vous les aider s'il n'y en a pas tant que ça disponible? Je vais faire un peu un parallèle. Comme un conseiller en emploi va aider les chercheurs d'emploi. Oui. Il va les conseiller, il va leur expliquer où on peut retrouver aussi les logements. Parce que de nos jours, quelqu'un qui va passer une annonce sur Kijiji, Marketplace ou d'autres sites va recevoir parfois des centaines d'appels. Donc, il va aller dans des réseaux parallèles. Mais où sont-ils, ces réseaux parallèles-là? Le bouche à oreille. Aussi, mes intervenants, OK, on va avoir 2 employés temps plein, 35 heures semaine, 52 semaines par année, vont aussi aller à la rencontre des propriétaires privés et pour essayer de les sensibiliser, de créer du contact. C'est sûr qu'actuellement, on n'a pas une liste secrète et cachée de logements. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment, on aide les gens, on les accompagne. Puis des fois, ça va être aussi dans la présentation, parce que quand maintenant on rencontre un propriétaire, c'est un peu comme quand on va dans une entrevue. Le propriétaire a le choix. Pourquoi prendrait telle personne plutôt que telle autre personne ou telle autre personne? Donc, des fois, ça va être aussi de conseiller les gens sur comment s'habiller, comment se présenter. On peut même accompagner les gens, prenons quelqu'un qui serait atteint d'un trouble anxieux. À ce moment-là, on pourrait dire, OK, on vous accompagne, on va aller avec vous. Quand vous allez bégayer, quand vous allez avoir une difficulté, on va être là pour expliquer aux propriétaires. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner. On ne peut pas y aller à la place des gens, mais on peut être à côté d'eux autres, on peut les aider à ce niveau-là. D'où est venue cette idée à l'OMH de mettre sur pied ce service d'aide à la recherche de logement? C'est un programme qui existe dans plusieurs municipalités à travers le Québec. Là, je ne pourrais pas vous donner l'origine, mais je crois que c'est en Outaouais. Il y a quand même plusieurs années que ça l'a débuté et ça l'a fait ses preuves. Donc, ça l'a réellement aidé des gens partout. Et aussi, au niveau de la Société d'habitation du Québec, depuis quelques années, mettent beaucoup d'efforts et d'argent pour justement qu'au 1er juillet, personne ne se retrouve à la rue. Donc, c'est un des programmes de la SHQ, Société d'habitation du Québec. Et ça nous permet d'avoir des employés, d'offrir du service à ce niveau-là. Vous aviez la capacité financière ou opérationnelle de le mettre sur pied, ça? Bien, dans le fond, c'est que pour partir ce type de programme-là, c'est qu'on devait s'associer soit à une ville, soit à une MRC. Et la MRC du Haut-Richelieu, bien, dans le fond, a levé la main puis elle était prête. C'est un projet qui c'est en entour de 157 000 $ et la MRC met 10 de la cagnotte et le reste va au niveau de la SHQ pour pouvoir offrir le service. Mais en même temps, je me dis, si les gens sont en recherche de logement et n'en trouvent pas et que leur situation se détériore, ultimement, ils vont tomber dans votre cour. Ou encore dans d'autres cours, parce qu'en itinérance, il y a plusieurs organismes aussi, Action Dépendance pour en nommer un, et effectivement, c'est problématique. Il y a un problème structurel qui fait qu'en sorte qu'il n'y a pas assez de logements. En attendant qu'il y ait de la brique et des toits, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est accompagner et aider les gens. C'est pas une solution miracle, ça ne réglera pas tout, mais au moins, on va pouvoir être là. Et des fois aussi, ça va être de conseiller les gens dans le sens que
pour avoir parlé à d'autres directeurs, des fois, les gens arrivent et disent « Ah, j'ai une grosse augmentation de loyer, je veux quitter mon logement. » Mais peut-être que la personne ne se rend pas compte que, dans le fond, sur le logement, même si elle a une grosse augmentation, reste qu'il est plus abordable que la moyenne et qu'elle peut contester aussi. Donc, des fois, ça va être beaucoup d'éducation populaire qu'on va faire. Je rouvre une parenthèse parce que récemment, on recevait le relationniste de la police au niveau communautaire. Puis, faites penser aux gens qui font de la recherche de logement. S'il vous plaît, il y en a peut-être qui vont tenter de vous dire « Ah, écoutez, pour réserver le logement ou le visiter, vous devez m'envoyer un dépôt, un petit virement téléphonique. » Puis après ça, faites attention parce qu'il y a beaucoup de fraude de cette façon-là. Les gens regardent les petites annonces, se créent un faux compte, essaient d'aller Et il y en a de chercher plus en plus. Ouais, il faut faire très attention. Ça, c'est triste, là. Terriblement triste. Mais on va essayer vraiment d'accompagner les gens. Puis, dans le fond, le SARL, oui, est une porte d'entrée incroyable, mais j'ai beaucoup travaillé ici en collaboration avec beaucoup d'autres organismes du milieu et au niveau de la table de concertation en logement. Et quand il va y avoir des cas où, dans le fond, ça va dépasser ce que la simple aide au niveau de la recherche de logement, bien, on a des ententes avec le CIS, avec d'autres organismes pour de la défense de droit. Donc, l'idée, ce qu'on a voulu faire, c'est oui, le SARL va être un guichet, une porte d'entrée pour toutes les gens, pour toutes les questions. Et quand nous ne serons pas capables de pouvoir répondre, on a mis alentour de ce projet-là toutes sortes d'intervenants qui vont pouvoir vraiment accompagner pour pas que quelqu'un se retrouve entre deux chaises. Parce que souvent, c'est ce qui arrive avant que les gens tombent en itinérance. Donc, la porte d'entrée, c'est de contacter l'OMH? Contacter l'OMH pour toutes les questions qui sont en lien avec la recherche de logement. Si ça va dépasser, pour prendre un exemple, ce serait plus dans la défense de droit. À ce moment-là, bien, on a des contacts, on va accompagner la personne, mais on va rester dans le dossier pour l'aider aussi à se trouver du logement pendant que... Donc, on a beaucoup de partenaires alentour de ce SARL-là, qu'on a appelé un peu le guichet d'entrée pour toutes les questions de logement au niveau de la table. Joël Gomez, merci beaucoup. Ça me fait grandement plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci. C'est un rappel pour le samedi 17 juin, Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, spectacle bénéfice de la formation Accent, une formation de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est un spectacle qui est bénéfice, pourquoi? Pour le service, le département d'oncologie de l'hôpital du Haut-Richelieu. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.